à tous. Voilà, j'espère que ça va. Donc on va faire un petit paléo actu. Celui-là a été travaillé en amont. Il n'y a pas tant de choses que ça non plus dessus, donc ça va être assez court. Mais je pense qu'on va être sur un stream d'une heure à peu près. Peut-être un peu moins. Alors, mes notes. La rediffusion aussi sera mise sur YouTube comme tous les paléo actu, mais je la mettrai pas dans la foulée là tout de suite. Je la mettrai un petit peu plus tard, peut-être la semaine prochaine. Parce qu'il y a déjà eu un paléo actu récemment. Ah, attends, je m'y retrouve pas là sur mon iPad. Ah, c'est bon. Alors, que j'aille prendre mes notes. Hop, donc déjà on va se mettre au niveau de l'article. Voilà. Sur le dimétrodon, donc bon, pour le titre, voilà, c'est un dimétrodon maladroit. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai mes notes. Ça va être surtout un résumé de la vidéo. Parce que l'article est actuellement payant. Cependant, en fait, la dernière fois que j'avais fait un paléo actu un petit peu préparé, c'était l'avant-dernière fois. Du coup, la première fois que j'ai fait un paléo actu préparé vraiment en amont, c'était avec le Tylosaurus Rex et tout. Et à la fin, j'avais fait un petit point sur les glandacelles des spinosaures. Et je pense qu'en vrai, je vais commencer par ça, par revenir dessus. Du coup, il va falloir que je retrouve l'article. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, entre-temps, il est devenu public. Donc au début, il était payant. Et genre, sur ma rediff, j'ai regardé un petit peu. Parce que du coup, moi, vu que l'article était gratuit, j'ai pris le temps d'aller un petit peu regarder, d'aller un petit peu lire. Sur ma rediff, j'ai vu qu'il était à 60 €. Et du coup, voilà, pour l'instant, là, il est payant, mais peut-être que c'est genre, c'est payant pour y accéder direct. C'est possible que dans quelques semaines, quelques mois, l'article devienne public. Dans ce cas-là, je vous en reparlerai du coup dans les commentaires de la vidéo, quoi. Je vous remettrai le lien et les informations s'il devient public. Donc, oui, les glandacelles. J'ai pas, je pensais au début essayer de faire un commentaire épinglé et tout pour modifier, mais au final j'ai pas fait parce que déjà, en fait j'ai déjà mon commentaire épinglé et sur iPad et téléphone c'est un enfer, on ne peut pas modifier les commentaires. Voilà, même si le matériel est bon, c'est quand même pas un PC. C'est les applications, c'est pas la même chose que les versions web. Donc je vais aller juste revenir un petit peu dessus. Après, bon, j'ai regardé justement aussi ma rediff pour voir si j'avais des trucs à dire en plus et tout. Et en vrai, pas tellement. Donc on peut faire ça vite fait. Parce que le résumé de Marcos Pinero avec les figures et tout était déjà pas mal. Du coup, donc, de toute façon, dans YouTube, il y aura les liens et tout. Voilà, je vous invite à regarder au niveau de la rediff. Voilà, il y a déjà des trucs pas mal. Donc on va juste revenir vite fait dessus. Ça date du 28 avril. Et là, maintenant, en fait, il est disponible là, gratuitement. Vous pouvez accéder à tout, notamment à toutes les figures. Après, on peut quand même avoir les figures en full size. Ce qu'on n'avait pas quand j'avais fait le paléo actu à l'époque. Là, notamment, vous pouvez voir effectivement là des empreintes et tout. Enfin, on peut voir un peu mieux. Donc, pour résumer, en gros, c'était sur le fait qu'ils ont identifié du coup des glandacelles dans le groupe des Spinosauridae. Mais en fait, là, des structures semblables aux glandacelles, il y en avait déjà chez d'autres dinosaures non aviens, mais c'est pas exactement les mêmes, pas aussi efficaces. Là, on est sur des structures qui sont plus efficaces, qui sont très similaires à ce qu'on va retrouver chez les iguanes marins ou chez d'autres dinosaures aviens. Notamment Hesperornis pour en citer un de l'époque. Donc dinosaure avien, oiseau. Et Hesperornis, voilà, hop. Je vais mettre une petite image. Oh, j'aime bien, tiens, ce
Celui-là est sympa. Celui-là est un petit peu plus réaliste peut-être. Voilà, on est sur un oiseau de mer avec des ailes vraiment toutes petites. Genre plus petites que chez les manchots. Voilà, j'aime bien un peu son aspect. C'est sympa. Sur la méthode, si j'avais pas trop la méthodologie. C'est vrai que j'avais pas trop accès à ça dans le résumé. Donc c'est globalement du CT scan. Donc alors si je dis pas de bêtises, parce que j'avais le truc CT scan et tomographie à rayon X, il me semble que c'est la même chose. Et coucou Dalphi, j'espère que ça va, bon courage pour le taf. Et je pense que j'ai dit bonjour, mais déjà, enfin je sais pas, dans le doute, peut-être j'ai dit bonjour à tous. Mais bonjour Echa, bonjour aux dinosaures aussi. Voilà, merci d'avoir ajouté des trucs dans le défi communauté qui est déjà à 2 tiers. Tomographie à rayon X. Oui, ça permet de voir. Oui, ça permet de voir des coupes, donc je pense que c'est bien la même chose que le CT scan. On va vérifier quand même. Ah, il y a pas beaucoup de trucs là. Oui, bon, je vois là, c'est système de tomographie par rayon X City. C'est bien la même chose. Enfin, ça permet de voir du coup à travers l'os dans la structure. Et surtout, c'est non destructif parce que avant cette technologie, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait accepter de sacrifier un fossile pour pouvoir couper dedans et voir comment c'était fait à l'intérieur de l'os. Et du coup, le problème, c'est qu'après, bah du coup, tu n'as plus ton fossile. Et c'est pareil qu'on veut étudier l'histologie, de regarder genre vraiment la structure, les alvéoles des os et tout. Fallait détruire. Et du coup c'était dommage. Et donc, enfin voilà, fallait y réfléchir à 2 fois avant de vouloir faire ça. Que maintenant, bah, grâce à ces technologies là, donc tomographie par rayon X, bon, voilà, c'est des rayons X, c'est comme quand vous faites une radio, sauf que là c'est un peu plus perfectionné parce qu'on va voir, on peut décider de voir couche par couche dans l'os. Ça permet aussi de modéliser et tout, et c'est non destructif. Donc, enfin, il y a moins à hésiter avant de le faire sur un fossile. Études comparées aussi, voilà, ils ont comparé avec beaucoup de fossiles et également beaucoup d'os d'organismes actuels. Après ça, le fait de faire une étude, voilà, comparée sur une quantité assez grande de spécimens, c'est pas très étonnant en paléontologie, enfin de ce que je vois dans les différents paléoactus que j'ai fait avec vous. Enfin, c'est une méthode qu'on retrouve quand même dans pas mal d'articles. Donc voilà, c'était pour le petit point méthodo. Cette figure-là, on l'avait déjà vue, mais là, on peut la voir en plus grande. Donc voilà, ils ont reconstruit par-dessus les glandes à sel. Et qu'est-ce qu'il y a aussi à dire? Oui, qu'il y a une migration un petit peu des glandes à sel, enfin qui progresse de plus en plus. Genre, elles n'étaient pas au-dessus des yeux dans les autres groupes. Et il y avait aussi une figure que vous avez déjà vue parce qu'elle y était dans le résumé de Marcos Pinero. Mais vu que c'était sur Instagram, c'était en tout petit. Donc j'aimerais bien la retrouver pour pouvoir vous l'afficher en grand. La figure vraiment résumée. Celle-là, voilà. Elle s'affichait pas. Et elle est buggée visiblement. Le PC il rame là. J'ai quoi d'activer? On peut fermer Steam peut-être. Le PC me fait une blague là. Allez petit PC, il n'y a pas non plus 36 000 trucs d'activer. J'ai même pas encore créé de PNG tuber. Parce que bon, ça a pas l'air d'être si compliqué que ça, donc je pense que y a moyen que dans les prochaines semaines je finisse par m'y intéresser. Bon, on va devoir attendre que le PC se décide. Ah, enfin. Voilà, ce schéma-là est bien, il résume tout.
Donc ça c'est les structures au niveau des glandacelles, donc des dinosaures qui évoluaient dans un environnement non marin, qui ont des glandacelles beaucoup moins perfectionnées, surtout parce qu'on voit en fait avec les glandacelles voilà, adaptées pour les environnements marins, on a un conduit plus long, donc c'est plus efficace pour excréter. Et du coup on remarque notamment donc une part donc ceux qui vivaient en environnement totalement halin, donc là qui ont des glandacelles très perfectionnées, et justement aussi oui, ce que j'avais dit à l'époque, enfin à l'époque, c'était il y a quelques mois. Enfin, genre même pas, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois à peine. Bah du coup oui, vu que j'avais accès notamment que aux figures, je savais pas quel spinosaure c'était, qui était représenté avec les glandacelles perfectionnées comme celles qu'on retrouve chez les oiseaux marins et les iguanes marins. J'avais supposé que c'était peut-être Spinosaurus aegyptecus parce qu'il ressemblait un peu, mais en fait il semble que c'est pas lui qui était représenté. Dans l'article, il parle notamment d'un Spinosaurus du Maroc. Le Maroc et l'Égypte, bon c'est pas le même endroit. Et là effectivement, quand on regarde, c'est marqué Spinosaurus B. Alors il y a aussi Spinosaurus holo là-dedans qui est plutôt adapté à un environnement marin. Après quand on regarde chez les individus là de Spinosaurus, on en a qui sont adaptés pour des environnements un peu mixtes. Mais il y a quand même une part de blanc, donc d'adaptation à l'environnement marin. Et bah surtout on peut suivre où c'est apparu au cours de l'évolution. Alors c'est apparu quand même de plusieurs fois différemment. Ce que l'on peut regarder, là il y a Saltrio Venator, qui n'est pas dans les Spinosauridae, qui a aussi des adaptations au milieu marin. Et c'est un petit peu le seul dans son groupe là. Et par contre, voilà, on remarque que c'est surtout très présent chez les Spinosauridae et pas n'importe quel Spinosauridae, particulièrement les Spinosaurinés, parce que dans les Spinosauridae, il y a ceux, bah, du coup, les Spinosaurinés qui ressemblent plus aux Spinosaurus, avec la voile dorsale notamment. Alors après, pas tout ça. Ichthyovenator, je crois que si, il a une. Je suis pas sûr qu'il a une voile dorsale, attendez, je vais regarder. Ichthyovenator. Si, il en a une, ok. Un peu plus petite. Et du coup, les Baryonychinés, donc ceux qui vont ressembler un petit peu plus dans l'allure à Baryonyx. Hop. Baryonyx. Quel n'est le précédent? Ah oui, bah ils ont un rostre, donc le rostre c'est le museau, c'est la partie ici, là, le rostre. Bah, je crois que ça inclut ici aussi peut-être. Bah, le rostre c'est le museau. Enfin, là pour le coup c'est une convergence évolutive avec les crocodiliens qui ont aussi ce type de museau. Voilà, on est globalement sur du piscivore là. Et même au niveau des dents aussi, après, les crocodiles, ils sont pas exclusés. Enfin, les crocodiles actuels, enfin, ils sont pas forcément que piscivores. Enfin, ça dépend des museaux. Enfin, on est plutôt sur un museau type gavial. Et on remarque aussi par rapport aux dents. Enfin, les dents sont plutôt faites. Enfin, elles sont pointues. Elles ont pas forcément. Enfin, ça va pas forcément être non plus solide. C'est pas fait pour broyer. Donc on est plutôt voilà, sur une alimentation piscivore. Après c'est pas parce qu'il avait une mâchoire pas solide au point... Enfin genre vous voyez dans Jurassic Park 3 où il y a le Spinosaurus qui tue le T-Rex. Avec sa mâchoire, ça aurait pas été possible. Genre, il avait pas une mâchoire assez solide pour ça. Mais faut quand même voir qu'il a des sacrés bras. Donc c'est pas parce qu'il a une mâchoire pas faite pour tuer des grosses proies qui pouvait pas justement servir de ses bras pour les tuer. Bon, après voilà, on est quand même sur une alimentation principalement piscivore. Voilà, donc là on est sur Baryonyx. Donc il n'a pas de voile dorsale. Et donc eux ils ont pas trop ces adaptations au milieu marin. On en a quand même un ici.
Il y en a un isolé là, il y en a un avec un petit peu de mixte. Voilà donc pour la petite aparté sur un des précédents Paléo Actu. Donc maintenant on va voilà, entrer dans le vif du sujet sur Dimétrodon. Donc voilà, l'article est là. Il y a le résumé, mais globalement dans la vidéo on a un peu le même résumé. Enfin j'ai regardé un peu tout, j'ai fait mon... J'ai pris mes notes et tout. Hein. Bah ça fait déjà 20 minutes, ouais. Je suis en train de parler dans le vent. Bah après, non, je suis pas en train... J'ai fait une aparté sur un autre sujet. On va surtout aller dans la vidéo, parce que comme ça, en fait, on va avoir des images. Donc c'est une vidéo du coup de People Are Fish. Je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien également de l'article. Voilà, je vous mettrai aussi les liens pour YouTube. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des remarques. C'est aussi pour ça que je fais en live. Parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent me paraître clairs et ne pas nécessiter d'explication. Mais pas forcément. Et du coup, bah, comme ça, ça permet, voilà, ça permet de régler ça en live. Donc voilà, People Are Fish qui a interviewé Nathan Cochrane. Donc c'est pas le seul à avoir travaillé sur l'article, donc ils étaient deux, il y avait Nathan Cochrane et Jason Anderson sur cet article. Donc l'article nommé First Observed Cranial Pathology in the Early Permian Synapsid Dimetrodon Limbatus. Donc il a été publié le 23 juillet 2026, donc là, à l'heure où je tourne ce live, nous sommes le 27 juillet 2026, donc c'est assez récent. Ah si, par contre, si, un petit point aussi intéressant, c'est, là vous voyez quand même, il y a une date entre le... Ça a été reçu le 24 janvier 2025, ça date pas d'hier. Hein. Ça a été accepté le 19 mai 2026, avant d'être publié le 23 juillet 2026. C'est pour vous donner une idée un petit peu du temps que ça peut prendre la publication d'un article. Et encore en amont, faut imaginer qu'il y a des mois ou des années de recherche. Après là c'est une petite recherche, donc on n'est peut-être pas sur des années non plus. D'ailleurs du coup, Nathan Cochrane, on va quand même... Hop, tiens là on va se mettre là comme image. Alors hop, on va enlever ça, par contre on va mettre les sous-titres quand même au cas où. Voilà, on va se mettre là, ça va être bien pour avoir un petit visuel en plus. Du coup voilà, c'est Nathan Cochrane. Et donc, du coup il est actuellement doctorant à l'université Carleton en Ontario. Donc voilà, c'est un paléontologue des vertébrés. Il a étudié plus particulièrement les pélicosaures, donc les pélicosaures qui sont du coup des synapsides non mammaliens. Je vous ai parlé plusieurs fois de reptiles, de reptiles mammaliens. Ça c'était l'ancienne appellation, mais je pense que je vais continuer de temps en temps à vous la dire, enfin vous dire les deux en même temps, parce que c'est très parlant quand même. Genre on visualise bien la lignée des mammifères, enfin la lignée qui va donner les mammifères, et on visualise bien genre reptiles, donc des traits un petit peu de reptiles. Et selon l'ancienne définition des reptiles, bah du coup on va repasser là-dessus, parce que en live je vous en ai déjà parlé, mais du coup, vu qu'il y a aussi pour YouTube et même pour refaire le topo un petit peu pour tout le monde. Alors je crois que c'était la page 30. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu dans la mer au temps des dinosaures. Ah! Alors attends, un petit problème technique. Enfin non, petit oubli de ma part surtout. Alors, oula. Je vais retrouver. Alors ça, je vais en parler après aussi. C'est intéressant. Voilà. Donc là, pour vous remontrer un petit peu là, le schéma sur la définition de reptile. Donc l'ancienne définition, du coup, au courant 19e, 20e siècle, du coup, ça faisait des reptiles un groupe paraphylétique. Donc c'est-à-dire qu'il incluait pas tous les descendants. Genre là, il exclut les oiseaux. Enfin, il excluait les oiseaux. Il excluait aussi, du coup, les mammifères. Mais il prenait genre une partie, du coup, des membres. Genre il prenait une partie des mammiotes avec ce qu'on appelait, du coup, les reptiles mammaliens.
par exemple Dimétrodon, voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Et du coup les sauropsides, mais pas tous, seulement les tortues, les lépidosaures, les crocodiliens, une partie des dinosaures, mais pas les oiseaux. C'était basé beaucoup sur la morphologie et l'aspect des reptiles. Il y avait notamment toute la question de sang chaud, sang froid, donc ça aussi qui est pas vraiment un terme scientifique, mais c'est quand même assez parlant. Et du coup la définition a été revue. Et donc maintenant le terme reptile correspond à sauropside. Ce qui fait que du coup les synapsides, vous voyez bien où ils sont, mais ils sont pas dans les sauropsides. Donc c'est pas parce qu'il a un aspect très reptilien que c'est un reptile. Et au contraire aussi, il y a des animaux qui n'ont pas du tout un aspect reptilien comme les oiseaux, mais qui sont quand même des reptiles, parce qu'ils sont des dinosaures. Et ils font plus de partie largement voilà, des archosaures. Donc voilà, pour revenir sur la définition de reptile actuelle. Maintenant voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. C'est devenu un groupe phylogénétique à part entière, quoi. Voilà, c'est... Ce groupe maintenant a un sens scientifique. Et du coup, on parle plutôt de synapsides non mammaliens. Pourquoi non mammaliens? Parce que ce ne sont pas encore des mammifères. Tous les mammifères sont des synapsides, mais tous les synapsides n'ont pas été mammifères, genre les mammifères sont apparus après. Pour les... Comme pour les humains, c'est pas parce qu'il a l'air intelligent qu'il l'est. Voilà, merci pour cette punchline. Alors, donc ça c'était le petit point reptile. Hop, donc on va revenir là. Voilà donc. Et les pélicosaures, donc là je vous invite pour plus de détails à vous rendre sur les vidéos de Simplex Paléo qui sont assez sympas. Si on va hop, enlever ça. Voilà, notamment la vidéo de Simplex Paléo dédiée aux pélicosaures. Alors après, elle date d'il y a 6 ans, donc faut penser qu'entre temps, il y a eu des découvertes qui ont pu être faites. Mais c'est pas mal pour comprendre un petit peu au niveau de la phylogénie. Alors, où est-ce qu'on voit le cladogramme? Là. Alors attendez, il y a un vieux cladogramme. Alors, ouais, il y a des zooms et tout. J'ai envie d'avoir un dézoom. Va falloir aller sur la fin. En vrai, les dimétrodons sont sur la fin dans cette vidéo. Après, vous avez même une vidéo qui parle des dimétrodons plus largement. Alors, elle date déjà d'il y a presque un an. Enfin, elle date déjà d'il y a 8 mois. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Parce que j'ai l'impression que c'était hier, quand cette vidéo était sortie. Le temps passe vite. Ah, là... Bon, j'aimerais bien en fait la voir en plus grand. Ouais, bon, on l'aura pas. On l'aura pas en dézoomé. Mais en gros, donc ils font partie du coup des sphénacodontes. Ah oui, du coup, oui, le terme pélicosaure, ça inclut du coup tout ce qui est synapside non mammalien finalement. Enfin, pas tout, parce qu'il y en a qui sont encore non mammaliens mais qui sont pas dedans, mais ça en inclut beaucoup. Enfin, je vous invite à aller regarder la vidéo de Simplex Paléo, en vrai. C'est pas mal expliqué, donc voilà, si vous voulez partir plus loin sur les pélicosaures et les dimétrodons. Oui, désolé, chat, je me mêle un petit peu dans les pinceaux. En fait, je voulais avoir un cladogramme où on voit tout un peu de loin. Hop, ouais, je vous mets les vidéos. En vrai, on va aller sur Wikipédia tout simplement. Et sur la version anglaise pour avoir un bon cladogramme. Hop. Donc cladogramme, arbre phylogénétique, c'est la même chose. Voilà, les sphénacodontes. Et après, il y a même les thérapsides où on a du coup les mammifères qui sont inclus dedans. Ah, il est bien ce cladogramme. Non, il est bien. Donc, voilà, vous avez tous les synapsides ici. Ici, là, vous avez tous les synapsides. Et tout ça, là, des ophiacodontidés aux sphénacodontidés, ce sont du coup ce qu'on appelle des pélicosaures.
Et après, il y a les thérapsides qui sont apparus. Donc les pélicosaures, c'est les groupes qu'on va appeler basaux des synapsides, donc c'est-à-dire qu'ils sont à la base de la branche des synapsides. Mais comme vous pouvez l'observer, les sphénacodontes, ils sont quand même à la fin des pélicosaures sur le cladogramme. Donc ils sont vraiment voilà, juste avant les thérapsides. Donc voilà, c'est... Enfin, disons que Dimétrodon reste plus proche de nous que les, par exemple, Edaphosaures. C'est, voilà, qui est assez connu aussi, qui a également une voile dorsale. Lui, il est végétarien, par contre. Après, oui, Edaphosaure est juste avant les sphénacodontes. Même encore, voilà, même plus proche de nous par rapport à, au Fiacodontidés, qui est là vraiment, vraiment tout au bout, à la toute base. Voilà, ça c'était le petit point phylogénie. Du coup, et oui, parce que oui, on vous parle là de synapsides. Et qu'est-ce que c'est les synapsides? Eh ben, on va revenir sur le livre La mer au temps des dinosaures, qui a une figure pas mal pour ça, pour expliquer. Hop, qui est là, ici. Ici, elle est très bien, cette figure. Voilà, donc, on a ce qu'on appelle des anapsides. A pour dire 100. Donc anapsides qui n'ont pas du coup de fenêtre. Donc fenêtre c'est un trou quoi, c'est une ouverture. Du coup derrière l'orbite. Donc on appelle ça une fenêtre entorbitale. Enfin, bon là voilà, ils disent voilà les fosses temporales. Donc ils en ont pas. Les synapsides ils en ont une, donc ça c'est nous. Ça c'est nous. Et les diapsides, là on va retrouver les dinosaures, ils en ont deux. Donc c'est comme ça qu'on peut voir sur un crâne, c'est un synapside, un diapside. Les anapsides par contre c'est un truc assez particulier, dans le sens où, c'est pas forcément genre l'ancêtre des synapsides ou des diapsides, parce que parfois dans l'évolution, donc ça arrive qu'il y a une fosse temporale qui se rebouche. Et du coup, ça rend compliqué leur classification. En fait, ça a bougé un petit peu au cours du temps. Un PC sous Linux est anapside. Est-ce que tu essayes de dire que Linux c'est lent et tu peux ouvrir qu'une fenêtre à la fois? Les tortues. Ah tiens, les chats aiment bien les tortues. Les tortues, bah ça c'est voilà, c'était assez compliqué à classer. Parce que du coup, maintenant, les tortues où elles sont positionnées donc, sont des anapsides. Mais du coup, elles sont plutôt positionnées donc parmi les reptiles qui sont pour la plupart des diapsides. Donc on est plutôt sur une théorie où les fenêtres se seraient rebouchées. Sans Windows. Ah oui, non, oui, Windows, oui, je pensais aux fenêtres que tu ouvres sur le moteur de recherche. Et là, donc, synapside, hop, une fosse temporale, diapside, deux fosses temporales. Mais les anapsides, voilà, on est plutôt finalement sur un rebouchement qui s'est fait après. Voilà, fermons les fenêtres. Voilà, en bonne tortue. Alors, on va repasser donc ici. Oui, alors j'ai retrouvé du coup sur les deux auteurs de l'article, donc j'ai vu qu'ils ont un Blue Sky et visiblement on peut y accéder sans être connecté. Donc pour voir un petit peu leurs publications et leurs posts. Donc voilà, et Jason Anderson du coup, lui donc c'est un professeur du coup à l'université de Calgary. Donc il a fait voilà, pas mal de publications. Et à ce que j'ai compris, oui, si Nathan Kochran est actuellement doctorant, donc c'est que, bah, vu le temps qui s'est passé, c'est que ça s'est passé pendant son master. Et du coup ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on ait, qu'on ait une publication scientifique durant le master. Ça n'a pas l'air d'être si fréquent que ça, mais ça peut arriver. Donc, hop. Donc j'ai présenté les auteurs, fait le petit point sur les dimétrodons. Donc en l'occurrence le dimétrodon qui a été étudié ici, donc c'est Dimétrodon limbatus.
Parce que oui, Dimétrodon, c'est un genre, donc ça regroupe plusieurs espèces. Je vous invite voilà, à regarder la vidéo des Dimétrodons de Simplex Paléo, qui est assez bien faite. D'ailleurs, est-ce qu'on va retrouver Limbatus ici? C'est vrai que je me suis pas noté de timecode. Et voilà, vous en avez de différentes tailles. Et Limbatus, lui, il fait partie des plus grands. Bah d'ailleurs, tiens, on va essayer de le retrouver ici, là. Alors, Limbatus. Ah bah voilà. Voilà, bah c'est l'espèce type, Limbatus. C'est l'espèce type du genre. Il fait partie des plus grands et du coup bah, des plus connus aussi. Bah là voilà, on en a un entier là. Squelette entier de Limbatus. Certainement le plus connu du coup. Et donc là voilà, nous avons sa mâchoire inférieure, l'os dentaire. Et nous avons voilà, une marque étrange ici. Et lors d'enfourner ton haras, et ben voilà, bon courage pour le travail Delphi. Donc ça c'est bon. Alors je vais vous mettre du coup à 10 minutes 50. Voilà pour... Là, donc là on a un zoom sur la blessure. Et du coup, voilà, on va parler un petit peu de pathologie des fossiles. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de les étudier. Quel suspense, Kezako, ce petit trou, justement, on va le savoir. Je suis pas très rapide pour expliquer. Ah, je vais monter le suspense du coup. J'essaye d'expliquer en live aussi en même temps. Du coup, oui. Donc, pourquoi c'est intéressant d'étudier un petit peu les pathologies et tout chez les fossiles? Bah, ça permet en fait de retracer un petit peu leur vie. Ça permet aussi de donner des indications sur leurs mœurs. Voilà, donc c'est intéressant aussi de savoir voilà, comment ils ont été blessés et tout. C'est un peu comme... Mince, j'ai plus le mot. Mince, la police scientifique quand il y a des crimes. J'ai oublié le mot, les gens, dans le chat. La police scientifique quand il y a des crimes. Genre, ils vont étudier les blessures là, sur un mort. Alors, j'ai plus le mot. Autopsie, c'est bon. Ils font une autopsie. Et c'est un peu la même chose, voilà. Sauf que là, on a plus que les os. C'est un peu... c'est un peu la même chose voilà, sur les os. Et notamment là vous voyez une image sur les épines neurales parce que donc sur Dimétrodon, ce petit trou là qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas la seule pathologie qui a été observée. Il y a eu plein de pathologies qui ont été observées. Voilà, merci Esha, une autopsie sur les os. Beaucoup, notamment au niveau des épines neurales ici, donc c'est ce qui est sur la voile dorsale. Et c'est aussi ce qui a beaucoup aidé pour comprendre que ces épines neurales, genre c'est pas recouvert genre de kératine et qu'il y a bien une voile au-dessus. C'est à cause de la manière dont ils se cassent, mais surtout de la manière dont ils se réparent. Parce que du coup en fait, elles restent liées entre elles, même en étant cassées, et ça repousse. Et on en a du coup aussi des fois qui sont complètement en biais. Donc ça veut dire qu'elles étaient bien reliées par un tissu. Et après, il y a des... voilà, un petit peu plus loin, il y a des paléoarts assez sympas avec des dimétrodons blessés au niveau de leur voile. Après, c'est pas les seules blessures, ils ont aussi eu beaucoup de blessures au niveau des membres. Genre, voilà, tout ce qui est les membres ici, les pattes, des pattes cassées, voilà, des infections notamment. Les infections, comme on peut voir, bah, des fois, en fait, il y a des sortes de trous assez particuliers sur les os où ça montre qu'il y a eu des vers qui ont bouffé dans les os avant. Ça avait l'air d'être particulièrement douloureux. Alors, attendez, hop, je vais remettre la musique là. Hop. Enfin voilà, et des côtes aussi cassées. Voilà, la vie n'était pas tendre à l'époque, la vie n'est pas tendre maintenant pour les synapsides.
la ville l'était pas beaucoup plus au Paléozoïque durant le Permien, parce que je vous ai pas dit l'époque, oui c'était durant le Permien, donc dernier étage du Paléozoïque. Donc le Paléozoïque, voilà, c'est l'ère avant le Mésozoïque, donc Mésozoïque c'est l'ère des dinosaures. Donc c'est pour ça, voilà, ce n'est pas un dinosaure déjà parce que c'est un synapside, et ensuite parce que au niveau de l'époque, voilà, on est avant les dinosaures. Donc oui, il y a une marque étrange là sur le squelette. Et du coup, qui a alerté là-dessus? Du coup, c'est... alors je vous mets hop, là, à l'endroit ici. Donc on a à nouveau la petite marque. Voilà, c'est Karl Melling qui a alerté du coup Nathan Kochran sur cette marque. Et coucou Héron, voilà, j'espère que ça va. Donc Karl Melling qui s'occupe de la collection. Merci pour le follow Nertox. Voilà, ça va, voilà, on est sur un Paléo Actu. Je sais que tu viens de YouTube justement, du dernier Paléo Actu. Normalement, il y a plus de temps entre chaque Paléo Actu, enfin ça dépend. J'essaye de faire un peu un sur deux, genre un qui est préparé un peu en amont, comme là j'ai mes notes. Alors après, ça veut pas dire visiblement que c'est forcément plus rapide quand c'est préparé en amont. Parce que je me perds aussi dans mes explications et que j'essaye de gérer le live en même temps. Mais ça, je vais garder de les faire d'abord en live et de mettre la rediff après sur YouTube parce que ça permet d'éclaircir des trucs, comme ça vous posez des questions. C'est sympa, je trouve que c'est mieux en live. Enfin, c'est différent, en fait, ça fait comme faire une conférence finalement. Voilà, donc bienvenue du coup sur les lives. Donc voilà, on parle de Dimetrodon. Du coup oui, Karl Melling donc, qui gère les collections de l'American Museum of Natural History, du coup qui a alerté donc Nathan Kochran et Jason Anderson sur le spécimen qui s'appelle AMNH Farb 4080, qui présentait du coup une marque assez particulière sur sa mâchoire inférieure, donc sur son os dentaire. Après ce spécimen aussi est assez particulier. Je l'ai pas mis dans mes notes, mais après c'est expliqué dans la vidéo, donc en vrai si vous voulez en savoir plus, voilà, je vous invite à aller là, on va se concentrer sur la marque. Mais en gros, voilà, c'est un spécimen fossile qui a quand même assez vécu. Et notamment dans son histoire, à un moment donné, son crâne a été monté sur le corps d'un Edaphosaurus. Voilà, voilà, des fois, il y a des erreurs en paléontologie, comme notamment l'histoire d'Elasmosaure, où au début, sa queue et son cou avaient été inversés. Jigsaw, il prend son temps et parfois, on oublie d'où il est parti, mais on s'en fout, l'important c'est le chemin. Merci Esha. Voilà, je laisse les visuels là continuer un peu. Si, je vais avancer un peu dans les visuels, genre là où... Ah bah non, c'est bon, ils vont avancer tout seuls. Bientôt, on va être aux visuels qui vont correspondre à ce que je vais dire. Comment ils ont fait les paléontologues pour étudier ça? Donc, ils ont fait une analyse au microscope, donc pour voir un peu plus en détail, pour comparer un petit peu la texture de l'os dans la blessure, enfin dans l'encoche. Je m'avance, hein, pour l'instant, ils savent pas si c'est une blessure. Donc dans l'encoche et sur les os autour. Ce qui a permis d'identifier que c'était pas justement une marque innée, mais bien une blessure. Donc après, maintenant qu'on sait ça, il faut savoir du coup comment cette blessure s'est faite. Eh bien par rapport à la marque, ça peut être potentiellement une marque de morsure. Parce que ça arrive en fait dans les mœurs de certains animaux, notamment pour les T-Rex, dans le passé T-Rex pour Tyrannosaurus Rex, parce que attention maintenant, T-Rex ça tient aussi pour Tylosaurus Rex, et ce n'est pas la même chose. Les ours polaires aussi actuellement, certains canidés, genre les loups le font. Enfin c'est assez courant comme mœurs de se mordre le museau entre eux, voilà, pour signe de domination. Sauf que dans le cas où c'est une morsure infligée par un autre, il n'y a pas une seule trace de dent. Là, vous voyez bien qu'il y en a une isolée. Il y a plusieurs traces de dents, il y en a normalement toute une rangée. Hop, ça va être beaucoup plus loin. Là, voilà, ici. Ici, on a voilà l'image de T-Rex en train de se mordre le museau. Là, voilà, on a l'illustration. Donc aussi, ça fait des sortes de
de griffes un petit peu parce que la mâchoire glisse, donc là-dedans elle glisse, elle va marquer l'os. Et là on n'a pas le cas. On a un petit bisou. Alors c'est pas ça, mais c'est un petit peu marrant. Donc ça rendait un petit peu perplexe les deux paléontologues. Hein, mais du coup, qu'est-ce qui a causé ça? Et là, il faut savoir que jusqu'à présent, les paléontologues, ils ont analysé l'os dentaire de manière isolée. Ils ont regardé juste ça. Et en fait, il se trouve que sur ce spécimen-là, on n'a pas que l'os dentaire. On a d'autres os, et notamment l'os de la mâchoire supérieure. Et c'est là où, voilà, je vous fais un arrêt sur image ici. Et bah ça coïncide. La canine de la mâchoire supérieure coïncide parfaitement avec l'encoche qui a été laissée là. Il s'est mordu la lèvre fort. Mais genre, il s'est mordu jusqu'à l'os. Genre, vous voyez, genre, je pense que ça arrivait à tout le monde de se mordre la lèvre, de se mordre les joues, la langue. Moi, ça m'arrive plusieurs fois, ça m'est même déjà arrivé de me mordre la langue jusqu'à saigner. Mais heureusement, on n'a pas des dents aussi acérées qu'eux, on se mord pas jusqu'à l'os. Genre, c'est sacrée blessure. Et donc, oui, il s'est blessé tout seul. Et là, je vais vous mettre le son pour pour avoir justement le passage original. Hop, c'est ouf. Là. So that was definitely the funniest moment in the whole project is realizing just like, oh my god, this animal is so stupid it bit itself. And then I realized, no, it's not so stupid. Everyone has done that before. I just don't have as big teeth. Yeah. Voilà, on pourrait traduire ça grossièrement par MDR, le con il s'est mordu tout seul. Et après en mode, hé, attends. Non, en fait, c'est pas si con. Genre, moi aussi, je me mords. C'est juste que j'ai pas des dents aussi grosses que ça. Voilà. Il avait vraiment une grosse bêtise à dire. J'aime bien aussi cette interprétation. Ah, il s'est retenu. Et ouais, c'est... Voilà. Voilà, maintenant, si vous vous sentez con, la prochaine fois que vous vous mordez la langue tout seul... dites-vous qu'un redoutable prédateur d'il y a très très longtemps le faisait déjà et que finalement c'est pas si grave que ça et ça arrive à tout le monde et vous pouvez même être content de ne pas avoir des dents acérées comme ça parce que vous ne vous blessez pas l'os. Voilà, je pense que c'est bien comme conclusion. Et comme autre conclusion, donc voilà, Nathan Cochran nous rappelle que les blessures et paléontologie restent fréquentes sur les fossiles. Et c'est souvent les plus impressionnantes du coup qui sont mis en avant dans les études. Assez rarement des petites blessures comme ça. Mais c'est important également de les mettre en lumière, ces petites blessures de la vie quotidienne. Parce que ça permet de se rappeler que les fossiles, c'est pas juste des pièces de collection dans un musée. Longtemps avant, ça a été des animaux. Ils ont vécu, ils ont eu leur vie. Et parfois ils étaient maladroits. Voilà, parfois ils pouvaient... avoir des blessures un peu bêtes comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi par rapport à ça? Parce que oui, je vous ai parlé des autres blessures sur les fossiles. C'est la première blessure décrite sur un crâne de Dimétrodon. Parce que oui, avant il y a eu donc beaucoup les épines neurales, les membres, les côtes, le crâne jusque-là non. Et voilà, on n'est pas sur une blessure impressionnante, voilà, on est sur une petite blessure, mais voilà. T'en connais un qui va apprécier? Tu connais des gens qui se mordent beaucoup? Petit aparté pour la vidéo, en fait l'article de Taylor and Francis, donc au moment où j'ai fait le tournage, donc on était lundi 27 juillet, donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 31 juillet et du coup la rediffusion devrait ne pas tarder, mais justement ça permet voilà, d'aller un petit peu plus en profondeur dans l'article parce que maintenant il est disponible, vous pouvez vous-même aller regarder pour aller un petit peu plus loin si vous êtes à peu près à l'aise avec la langue de Shakespeare. J'ai regardé un petit peu vite fait ce matin, enfin je viens de voir ce matin, c'est juste là, avant de lancer le stream, je me suis dit, tiens,
si j'allais vérifier si l'article était disponible. Et il l'est, ça y est, maintenant il l'est. C'est aussi est-ce que je suis tombé, genre ce matin au réveil, du coup sur un partage de Marcos Pinero, du coup il était en train de parler de cet article. Et je me dis, tiens, d'habitude quand il parle d'un article, c'est qu'il est disponible gratuitement. Alors c'est pas toujours le cas, mais des fois ça arrive. Parce que, enfin, vu que cet article-là il est disponible du coup depuis le 23 juillet, bah, je me suis dit, s'il n'en a pas parlé plus tôt, peut-être c'est parce qu'avant il était pas dispo gratuitement. Ou peut-être juste parce qu'il a lu d'autres articles aussi, hein, c'est possible. Après, c'est vrai que la dernière fois j'étais en train de vous dire, peut-être il passe ses journées et tout, mais en vrai pas forcément, parce que je pense, déjà, moi je suis pas bilingue en anglais, donc forcément ça va mettre plus de temps à les comprendre et puis en plus après j'essaye de traduire et résumer. Mon résumé il le fait aussi, mais il traduit pas. Donc je pense que ça rajoute du temps, donc je pense pas qu'il passe forcément une journée entière par article. Et aussi il fait un post sur un article par jour. Je pense qu'en vrai ça reste ok, il doit s'organiser. Donc voilà, sur le résumé, j'ai regardé un petit peu vite fait ce matin. C'est à peu près pareil que ce qu'on a dit avec la vidéo d'interview. En vrai, la vidéo d'interview est résumée quand même plutôt pas mal l'article. Voilà, donc là on a la description justement des dimétrodons, synapsides non mammaliens, du Permien. Et coucou Balkis, bon réveil à toi. Donc oui, le fait que c'est la première occurrence d'une pathologie au niveau du crâne. Là c'est vrai que la notation, genre, si bon, en vrai je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez que le zoom, tiens on peut écouter même. AMNH Farb 4081. Voilà, ça c'est le nom du spécimen. Voilà, donc ça, au niveau de l'introduction, ça j'ai déjà lu vite fait. L'introduction, on est un peu sur pareil. Ah, si, on a des trucs en plus là. Quelles étaient les espèces contemporaines de notre Dimetrodon limbetus? Et surtout, où il vivait, tiens, c'est vrai, on a des petites infos en plus. Donc là, je vais aller regarder un petit peu, vous résumer un peu ça. Il y a actuellement 13 espèces reconnues dans le genre Dimetrodon. De grande taille. Donc l'espèce type c'est Dimetrodon limbetus, c'est celle qui est étudiée dans cet article. Qu'on peut retrouver alors in Archer and Baylor counties. Counties ou countries? Je sais pas s'il y a une faute de frappe ou si c'est un autre mot. Ah non, peut-être ça veut dire état, peut-être counties c'est état. N'hésitez pas à me reprendre dans le chat ou dans les commentaires YouTube. Si jamais vous avez un meilleur niveau d'anglais que moi. Je pense que c'est peut-être état en tout cas, ouais. Mais je connais pas d'état qui s'appelle Archer et Baylor. Parce que du coup j'ai appris les 50 états. Alors, dans le Texas en tout cas, voilà, il vit dans le Texas. C'est l'une des 3 plus grandes espèces de Dimetrodon. Donc les deux autres c'est Dimetrodon natalis et Dimetrodon Buneorum. Donc on va aller regarder un petit peu sur Google Images, un peu leur aspect. Pareil, on va aussi regarder Limbatus. Je sais pas si je vous avais montré dans la première partie. Hop, images. Voilà. Donc voilà, un paléoire de Dimetrodon natalis. Ah, on en connaît genre la patte et les pattes et le crâne. Okay, il lui manque sa voile dorsale. Et après c'est Buneorum. Donc Buneorum. Bonorum. Apparemment. Et bah, je crois qu'on va pas l'avoir lui. On va avoir des Dimetrodons mais pas lui. Limbatus, je pense que ce sera plus simple de le trouver, mais je crois que je vous l'ai déjà montré, parce qu'en vrai, quand on va sur la page des Dimetrodons, c'est lui qui est montré. C'est souvent l'espèce qui sert à présenter le genre.
Donc globalement, en fait, quand on pense à un Dimétrodon, quand vous faites une image mentale de Dimétrodon, ça va être souvent Limbatus. Il y a même une statue là sur Etsy de Dimétrodon Limbatus, avec sa grande voile la dorsale. Voilà, voile, on le rappelle, au niveau des épines où il pouvait se blesser, il pouvait avoir des épines qui se cassent, mais vu que c'était retenu par la voile, ça allait, enfin ça se reconstruisait. Enfin, ça guérissait, mais il y avait la blessure quand même, donc des fois elle pouvait être tordue et tout. Enfin, voilà, en fait la voile dorsale était assez fragile. Donc c'était les plus gros prédateurs de leur écosystème. Alors après sur les pathologies qu'on retrouvait déjà dans les Dimétrodons, on en a parlé avec le résumé de l'interview. Alors c'est le cas aussi, du coup, d'autres pélicosaures, également des dicynodontes, des gorgonopsiens et des titanosuchiens, j'imagine, titanosuchids. Et au Titanosuchus, ouais, ça doit être Titanosuchus, ok, en français. Voilà à quoi ça ressemble. Les gorgonopsiens, alors moi je sais à quoi ça ressemble, mais c'est plus facile de montrer des images que d'essayer de décrire. Voilà, les images valent 1000 mots. Une image vaut 1000 mots, enfin je sais plus exactement l'expression. Voilà, image d'un gorgonopsien, et puis j'en avais fait un aussi sur le fan d'Inoctober. Je vais voir si j'arrive à le retrouver d'ailleurs, mon gorgonopsien. Quand Instagram voudra. Puis je vais pas retrouver sur Insta, ça va être trop loin. Il faut que j'aille plutôt dans mes fichiers sur mon PC. Ça va être beaucoup plus rapide. Mes fichiers, images, dessins, challenge octobre, fan d'Inoctober 2024. Déjà en 2026. Ça remonte. Bon, c'est marqué dino, mais il n'y a pas que des dinos. Hein. Genre, en l'occurrence, Gorgonops, qui est un gorgonopsien du coup. Il datait du Permien. Et c'était un synapside. Voilà, ça c'était ma représentation du Gorgonops. Je l'avais fait assez volumineux. Genre, j'avais rajouté pas mal de chair au-dessus de ses os. Pour quelle raison j'avais fait ça? C'était avec ses dents et la forme de son squelette. Je sais pas, ça m'avait fait penser un petit peu à un hippopotame. Quand on regarde la plupart des paléoarts, ils le représentent pas aussi massif quand même. C'était dans mes débuts dans le paléoart. Il est représenté quand même un petit peu plus, comme on dit, Schwingwrap, c'est-à-dire genre on entoure les os. Après. La description des pathologies, ça, je l'avais dit plus tôt. Donc pour résumer, beaucoup au niveau de la voile avec les épines neurales, au niveau des membres, au niveau des côtes. Matériel et méthode. Donc on a la description d'AMNH Farb 4081. Pour traduire en français, sinon c'est 4081. C'est vrai que ça, j'en avais pas parlé plus que ça, du spécimen. Qui a été trouvé par le paléontologiste Kopp. Voilà, que Kopp et Marshall qui ont trouvé beaucoup de fossiles. Et à l'époque de la guerre des os notamment. Du coup du Norfolk Little Wichita River in Archer Country dans le Texas. Et c'est une région du Texas. Ok, si je comprends bien. Il y avait un manque de notes de terrain, ok. Quand le spécimen a été collecté. Ça m'étonne pas tellement parce que ça a été fait pendant la guerre des os. Et le problème c'est que, il y avait une course un petit peu à la quantité, d'aller trouver vite des fossiles et vite de leur donner un nom. Et du coup, le travail était un petit peu bâclé.
Genre, ils prenaient pas suffisamment le temps de bien noter tout le contexte et tout. Ce qui est pas très fou d'un point de vue paléontologique parce que ça te perd beaucoup d'informations de contexte. Et donc, ça te perd, enfin, ça t'empêche d'avoir beaucoup de clés de compréhension. Genre, certes, il y avait énormément de fossiles nommés, de fossiles trouvés. Mais enfin, c'était très bâclé à l'époque parce qu'ils voulaient se presser pour être le paléontologue qui a le plus de découvertes à son actif. Ça, je vous l'avais déjà montré, cette image. Le spécimen a été restauré dans le musée pour être montré au public. Ah oui, ici, dans l'interview, ils en parlaient. Mais je me suis pas attardé sur ce détail-là. Oui, du fait que... Enfin, ce spécimen, là, il a beaucoup vécu. Genre, à une période, sa tête était montée sur le corps d'un édaphosaure. Et donc, il y a les tiges de métal pour l'assembler. Parce que oui, en fait, des fois, les squelettes montés que vous voyez, c'est pas toujours des répliques et des moules. Des fois, c'est le fossile original. Et des fois, ils vont même faire un assemblage en prenant plusieurs spécimens parce que on a rarement tous les os d'un seul et même spécimen, donc faut faire un petit peu du puzzle. Et du coup, oui, en l'assemblant, ça peut un petit peu l'abîmer. Genre là, on voit des petits trous. Donc ils ont dû reconstruire, ils ont dû rajouter du matériel un peu pour réparer. Ils disent du plaster. Je sais pas exactement ce que c'est. Peut-être du plastique. Attendez, on va regarder la traduction. Google Translate. Plaster. Ah, du plâtre. Ah voilà, c'est un faux ami, j'ai pensé à plastique, non c'est du plâtre, c'est plus logique. C'est plus logique, my bad. Donc oui, il a été restauré. Après on voit quand même la marque ici. Hein. Donc voilà, avec analyse morphologique avec le microscope. Donc ça on en avait déjà parlé. Ces images-là, je vous les avais déjà montrées, enfin on les voyait dans la vidéo. Mais je crois qu'on les voyait un petit peu vite, donc là on peut s'arrêter un petit peu sur le détail. Le détail de la blessure là, au niveau du coup de la dent où il s'est mordu jusqu'à l'os. On voit voilà la forme de la dent ici. Alors, résultat du coup. Ouais, je crois qu'on va rien apprendre de plus quand je regarde un peu vite fait. Enfin, il y a la description. Genre la surface intérieure de la lésion. Au niveau de l'os cortical. Et de ce qu'il y a autour. On est sur une surface dure, irrégulière. Avec plusieurs alvéoles. Celui-là aussi, hein, ça, vous l'avez vu, mais là vous le voyez en plus grand. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez vu aussi dans la miniature. J'avoue que ma miniature spoil peut-être un peu, mais vu qu'il n'y a pas de texte et tout... Enfin, n'hésitez pas à me dire. Mais je savais pas trop comment montrer autrement. Ah si, ça je vous l'avais pas montré, donc là on est sur une photo en vue dorsale. Donc en gros c'est en vue genre juste au-dessus de la partie de la mâchoire. Donc là ici ce qu'on voit c'est les dents. Donc il y a la marque ici mais on la voit pas trop s'il y avait pas la flèche. Ah quoique, si regardez ça fait... Enfin voilà, ça fait pas tout droit là, ça fait... Hop. Il y a un petit truc. On voit un peu mieux d'ailleurs avec le zoom. Mais c'est assez fin quand même, genre... Enfin, il s'est mordu certes jusqu'à l'os. C'est pas brisé la mâchoire non plus avec ses dents. Heureusement pour lui. Et donc ça, je crois qu'on avait déjà parlé sur le fait que... Enfin, s'intéresser aux pathologies sur les fossiles, ça permet de s'informer
sur leur histoire, sur leur comportement et sur, sur leur écologie. Et coucou Sloom, j'espère que ça va. Bon matin à toi également. Ah oui, ça c'était les hypothèses avec est-ce que c'était une morsure d'un autre animal, donc là en l'occurrence hypothèse avec Eriops ou un autre dimétrodon pendant un combat intraspécifique. Parce que voilà, on retrouve d'autres animaux qui ont ce genre de comportement comme les mosasaures, les tyrannosaures et les gorgonopsiens. Oui, sauf qu'il n'y avait pas de marque, genre de traces, de glissement de mâchoire et tout. Bon, en fait, là, je suis en train de répéter ce que j'ai dit plus tôt. Hein. On dirait un épisode des Teletubbies où pour apprendre quelque chose aux enfants, ils étaient en train de répéter 3 fois la même chose. Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs jours. Pour les gens de la rediff YouTube, il y a plusieurs jours. Par contre, pour les gens du stream ou les gens qui étaient pas là lundi, je pense que ça peut être pratique. 3 fois, c'était 10 fois, tu te rappelles toi dans les Teletubbies? Oui, mais après ça date, ça date d'il y a presque 10 ans. Quand avec ma pote on était retombé sur un épisode des Teletubbies comme ça, on s'était dit tiens, on va regarder en tant qu'un peu plus grand comment c'était. Et ce qui m'avait marqué, c'est... Ah oui, non, c'est le petit documentaire qui est mis 3 fois à la suite. Mais non, c'est vrai qu'il répétait aussi, pour que ça rentre. Ah écoutez, vous allez connaître l'histoire de ce dimétrodon qui s'est mordu jusqu'à l'os. Parce que oui, je découvre un petit peu l'article là en même temps. Je regarde si on n'a pas des trucs complémentaires, enfin des informations complémentaires. Mais je pense que c'était déjà complet ce qu'on avait fait précédemment et ce qu'il y avait dans la vidéo de People Are Fish. Après, disons qu'on n'est plus dans de la vulgarisation, là, on va un petit peu trop loin dans le détail sinon. Donc je pense que je vais aller passer directement à la conclusion. Puis voilà, si vous avez vraiment envie d'aller dans le détail, n'hésitez pas à aller regarder directement l'article, il est disponible gratuitement. Ah oui, tiens, il y a la partie limite. Ça dans tous les articles scientifiques, généralement il y a un truc où... parce que t'as eu des contraintes de matériel et de temps en tant que scientifique, et donc il y a des trucs que tu reconnais en mode tiens ça aurait été bien d'aller explorer cet axe, d'aller plus loin, mais à un moment donné faut publier quand même, et tu ne partages jamais tes recherches si t'es toujours en mode il manque ça, il faut que j'aille faire ça, au bout de 20 ans t'y es encore. Et donc la partie, les petites phrases pour parler un petit peu des limites de ton étude, c'est pratique pour ça. C'est là où tu vas expliquer justement les limites que tu as toi-même observées et qu'est-ce que tu ferais en complément, et donc ça permet du coup à d'autres chercheurs, s'ils ont envie de s'y pencher, d'aller s'y pencher. Et là en l'occurrence la phrase qui parle des limites, donc further preparation, CT scans and histological work could provide additional information regarding tooth alignment, recency of replacement and relative timing of damage to the surface of the lower jaw and the possible surrounding infection if one caused the roughness surface texture. Enfin non, là c'est pas la limite, non. Voilà, j'ai dit des bêtises. Non, parce que je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des préparations... Enfin, j'ai un doute maintenant si c'est la limite ou si c'est ce qu'ils ont fait à la fin. Enfin, ils ont fait des préparations pour du coup voilà, faire le CT scan, qui est la même chose que la tomographie à rayon X, des études histologiques, donc l'étude des tissus, l'histologie. Si c'est la limite, si could ça veut dire pourrait. Ça pourrait donc voilà, donner des informations complémentaires sur l'alignement des dents, leur remplacement, timing of damage sur surface. La durée d'existence de la blessure, j'imagine. Oui, pour ce... Est-ce qu'il y a eu des infections? Est-ce que ça pourrait renseigner d'aller plus loin? Oui, ce qui permet de savoir, genre...
Genre est-ce que genre enfin il a guéri de cette blessure, à quel moment ça a apparu dans sa vie, enfin combien de temps en tout cas avant voilà, la mort du spécimen, ce genre de choses. La conclusion est assez courte, donc je pense que je peux vous la lire en anglais et essayer de vous la traduire après. AMNH Fab 4021 exhibits a lesion on its right lateral dentary. This lesion represents the first cranial pathology within sphenacrodontia. The exact cause of the lesion cannot be determined due to insufficient material attributable to the specimen, but we hypothesize it is either a self-inflicted injury due to its position ventral to the caniniform teeth and the absence of a dorsal wall of the lesion, or due to dissolution pressure related swelling or tooth misalignment. Histological sampling and further preparation of the specimen is required to identify the exact cause of the lesion. Bon, en gros, la conclusion nous raconte que par rapport aux études qui ont actuellement menées, on peut pas déterminer la cause exacte précisément de la lésion. Enfin, on voit quand même que s'il y a quand même un lien avec la dent, mais en mode genre pourquoi il s'est mordu? Genre pourquoi il s'est mordu? Est-ce que c'était genre en mangeant, en chassant? Voilà, je résume enfin un peu oui, l'article général, pas juste la conclusion qui est écrite là. Est-ce que ça pourrait être dû à un mauvais alignement des dents? Finalement, les appareils dentaires n'existaient pas à l'époque, bien sûr. Voilà. Je vous laisse le loisir d'imaginer un appareil dentaire sur un dimétrodon. Oui, ou effectivement, Esha, c'est vrai que tu marques, enfin tu donnes un point vraiment intéressant. Oui, peut-être aussi qu'il avait un problème dans le sens où il avait une dent trop longue. Voilà, par rapport à sa morphologie, ça peut arriver. Et enfin, moi je sais qu'il y a une dent comme ça, une molaire qu'on m'avait retirée, mais c'était une molaire de lait. Mais en fait, le truc c'est, enfin, il n'y avait pas de racine en dessous de cette molaire, sauf que elle avait été un petit peu déplacée par rapport aux autres dents qui poussaient à côté. Ça l'avait quand même un petit peu déplacée, elle était un peu trop haute par rapport au reste, et je pouvais pas fermer la mâchoire totalement, donc on me l'a enlevé. Sauf qu'on m'a rien mis à la place, du coup j'ai un trou à la place. Mais du coup, oui, tu peux avoir ce genre de petits problèmes dentaires. Donc, pourquoi pas, voilà, chez les animaux avant. Et même, c'est pas juste pourquoi pas, c'est... Enfin, je pense qu'on ne se mouille pas trop en se disant que oui, c'était le cas, ça pouvait arriver. Alors, Skeleton Crew, c'est une chaîne de plusieurs paléontologues qui, justement, vont aller résumer et vulgariser, du coup, des recherches. Et notamment... nous avons dans cette chaîne Amelia Zitlov qui en fait partie. C'est comme ça que j'ai découvert la chaîne Skeleton Crew grâce à l'info du Tylosaurus Rex. Et voilà, il y a des vidéos d'ailleurs aussi sur le Tylosaurus Rex. Et là, il y a eu toute une vidéo sur l'ontogénie. Et ça me fait penser que donc maintenant ça commence à remonter un petit peu. Quand j'avais fait la vidéo avec la science tout simplement, le let's play pédagogique, on était en train de parler du métier de paléontologue et j'étais en train de jouer en même temps, donc on a parlé de diverses choses, et notamment j'avais parlé un petit peu de l'histoire avec Nanotyrannus, qui a été identifié comme une espèce à part entière et pas un Tyrannosaurus Rex juvénile. Et à ce moment-là, donc, je savais pas trop comment ils avaient fait pour déterminer que c'était un jeune et pas un adulte. Donc il y avait la science tout simplement qui avait expliqué que on peut voir ça notamment par rapport au cartilage. Et là en fait dans cette vidéo, voilà, on a l'explication. Alors est-ce que je peux trouver la figure où on voit ça? Ça va être de l'ostéologie. Donc en fait on va regarder à l'intérieur des os. Parce qu'il y a des cernes de croissance dans les os. Et la structure des os d'un juvénile et d'un adulte n'est pas la même. Donc c'est comme ça en fait qu'on peut déterminer. Donc soit en allant faire une coupe dans l'os et du coup en sacrifiant une partie du fossile. Ou soit maintenant avec les technologies qu'on a, on peut faire ça sans sacrifier le fossile. Donc c'est plutôt bien. Et donc c'est comme ça que
on a pu savoir que Nanotyrannus, le spécimen qu'on avait, n'était pas un juvénile, mais du coup, ce que la chaîne Skeleton Crew nous explique, c'est que ça résout pas forcément le problème, parce que, imaginons, ça aurait été un juvénile, rien ne dit que c'est le juvénile de Tyrannosaurus Rex, ça peut être un juvénile d'une autre espèce. Et d'ailleurs, donc l'autogénie, c'est l'étude de la croissance, et il y a notamment l'exemple qui est très parlant avec l'humain. Ça, c'est un bébé humain. Et là, après, c'est un humain adulte. Genre, les os, ils changent énormément avec le temps. Et du coup, même en fait, notre crâne adulte ressemble plus à un crâne de Néandertal qu'au crâne de nous-mêmes quand on est né. Donc c'est là où ça met un peu en perspective justement toute cette problématique dans la paléontologie, d'aller déterminer si c'est un membre d'une nouvelle espèce ou pas. Ça peut être compliqué. Et voilà, par contre dans cette vidéo et cette étude, donc ce qui a été fait ici, c'est d'aller tester les méthodologies actuelles pour différencier du coup différentes espèces avec du coup des crânes d'animaux vivants actuellement. Et si les méthodologies actuelles font beaucoup d'erreurs, c'est qu'elles sont pas bonnes. Et donc ça permet après de tester un peu et de créer d'autres méthodologies pour essayer de voir celles qui fonctionnent le mieux. Et donc notamment là, les animaux actuels qui ont été utilisés, donc c'est des alligators. Et donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même certains points, certains éléments qui vont rester les mêmes au cours de la croissance. Donc là ici c'est le subnarial foramen, donc c'est un foramen, donc c'est un trou. Donc c'est un trou qui reste entre, à chaque fois au même endroit entre la jonction de deux os. Et donc il y a des petits éléments comme ça qui vont rester parce que, il y a déjà des prémices sur le juvénile de la forme que le crâne, ou le reste du coup du squelette va prendre après. Et pour le coup, ça a l'air d'être un truc un peu plus fonctionnel que la morphométrie. Donc la morphométrie, c'est juste l'étude de la forme générale du crâne. Sauf que, en fait, des juvéniles d'espèces différentes peuvent se ressembler beaucoup. Donc voilà pour le dernier petit point. Bon, finalement, en fait, j'aurais parlé de 3 trucs différents.